Bonjour à tous, ici Stéphane Bonneau et bienvenue sur Goodberry. Goodberry Podcast, c'est une conversation avec des personnes inspirantes résidant en Berry pour évoquer leur parcours, leur réussite ou leurs difficultés et plus largement l'organisation de leur quotidien. On évoque alors des anecdotes pour que chacun d'entre nous puisse retenir un conseil, une philosophie, voire une inspiration. Cette semaine, j'ai la chance de recevoir Yann Grand-Guillaume. Une jeunesse où le sport est roi, danse, judo, rugby, football. Une jeunesse faite d'insouciance, comme tant de jeunes adultes. Et puis un 29 septembre 2019, à 29 ans, la vie bascule, après un accident de la route où le diagnostic tombe comme une sentence, paraplégique. Yann nous raconte alors ses souvenirs de l'accident, ses peurs encore conscients dans la voiture, le cauchemar de l'hôpital, la lente acceptation faite de rééducation et d'efforts insensés. Ce témoignage est précieux car il est empreint de calme, de positivité, alors qu'il dépeint une descente vertigineuse, puis une résilience incroyable, puisée dans un mental hors du commun. Yann veut se souvenir de ces moments-là pour toujours mesurer le chemin accompli. Aujourd'hui, ses ambitions sportives sont plus hautes qu'avant l'accident, comme un défi encore plus grand. Voilà, je suis particulièrement fier de vous embarquer à la découverte de Yann Grand-Guillaume, un combattant qui n'a rien lâché. Il y a des rencontres qui marquent. Goodberry, c'est parti. Salut Yann. Salut. Yann, on est au Poinçonnet. Ouais. T'es du Poinçonnet, toi ? À la base, je suis de Issoudun. Pas loin. Pas très loin, mais ouais, je suis pas du Poinçonnet. Toute ta jeunesse était à Issoudun ? J'ai été très longtemps à Issoudun. J'ai fait un petit passage à Tours pour les études. Ouais. Des études de quoi ? J'étais parti en études de commerce, mais ça a été très rapide. Et pourquoi très rapide ? Parce que c'était une époque où je pensais beaucoup sport et je faisais beaucoup la fête. Et Tours, c'est une ville où on fait beaucoup la fête. Et je me suis rendu compte que en fait, j'allais pas aller assez loin j'allais pas être impliqué, on va dire, dans ces études. Donc j'ai préféré arrêter avant. Et puis le commerce, ça me chauffait plus trop. T'en gardes quoi comme souvenir de cette époque ? De bons souvenirs quand même, parce que j'ai fait pas mal de choses assez cool. Et après, par contre, niveau école, j'ai quelques regrets, parce que j'aurais préféré être plus impliqué dans la chose, mais j'ai préféré arrêter avant. Donc tu voulais être sportif ? Bah, même pas en fait. Pas forcément. J'ai toujours fait du sport. Ouais. Depuis tout petit. Alors les tout premiers sports que j'ai fait, je me rappelle pas forcément, mais je crois qu'il y a une période où j'ai fait de la danse. J'ai fait un petit peu de judo. Et après, par contre, j'ai commencé le rugby à 7 ans. Et j'ai fait 7 ans de rugby où ça se passait très très bien. Donc je jouais à Issoudun. Et en fait, à chaque fois, j'étais surclassé. Donc je jouais avec des mecs qui étaient plus âgés que moi. Il y a des périodes où je jouais que avec des mecs d'Issoudun. Et l'année suivante, je jouais en entente. Donc on était 3-4 à être surclassés. Et du coup, je jouais avec des mecs de La Châtre et d'autres clubs. Et donc, au bout d'un moment, c'était un petit peu difficile parce que tu as envie de jouer avec tes copains d'Issoudun. Tu te retrouves avec d'autres gars qui sont très bien. C'est des copains aussi, mais c'était différent. Donc, vers 14 ans, j'ai arrêté. 14-15 ans, j'ai arrêté le rugby. Et je me suis mis au foot. J'ai joué au foot à Issoudun à partir de 15 ans. Et j'avais jamais joué au foot avant. Jusqu'à mes 29 ans. Ouais, 15 ans, c'est tard pour se mettre au foot. Ouais, c'est très très tard. Ouais. Très tard, ouais. Donc si on repart du début, la danse, c'est de la danse classique ? Bah, j'ai même pas trop le souvenir en fait. J'ai quelques flashs, mais je me rappelle pas de tout exactement. D'accord. Après judo ? Ouais, pareil, quelques flashs, mais je devais vraiment être tout petit. Quoi, ceinture Aucune idée. J'ai la blanche, parce que tout le monde a la blanche. Après, je sais pas. Après, franchement, je sais pas du tout. Ok, donc le rugby, tu supportais quelle équipe à l'époque ? Stade Toulousain. Toujours ? Ouais, toujours. Je suis beaucoup moins, mais c'est toujours Stade Toulousain que je préfère. Ouais. Qu'est-ce que ça t'apportait, le rugby ? Moi, je me rappelle, en fait, si tu veux, j'étais plus petit que les autres, plus maigre que les autres. Et moi, je jouais 9. Je jouais demi de mêlée, où je jouais sur les ailes. Et je jouais toujours avec des mecs qui étaient plus costauds et plus grands, du coup, vu que j'étais surclassé. Et en fait, je me suis jamais senti mis à l'écart. Ils m'ont toujours pris un peu sur leurs ailes et tout. En fait, quand on a commencé à avoir 13, 14, 15 ans, ma dernière année, ça commence vraiment à jouer au rugby. C'est-à-dire que t'as des mecs qui sont vraiment très costauds. T'as des gars qui vont être pros plus tard et tout. Ça tape fort quand même à 13, 14, 15 ans. Donc toi, quand t'es plus frêle que les autres, tu te prends quand même des sacrés coups. Et en fait, moi, si tu veux, j'étais un petit peu le petit vilain, tu vois. En fait, vu que j'étais numéro 9, moi, je chauffais un petit peu le truc, tu vois. Je mettais des coups un petit peu dans les mêlées ou des choses comme ça, tu sais, en sortie de mêlée ou dans les regroupements, vu qu'il fallait il fallait que je gratte le ballon.
J'arrivais avec mon pied, il me semble que maintenant c'est interdit, mais en fait tu grattais et parfois tu faisais comme si tu t'étais loupé, mais tu grattais un petit peu le bras, la cuisse de l'autre avec tes crampons. Et parfois ça pouvait partir vite. Et quand ça partait vite, je me rappelle toujours que j'ai jamais pris un coup parce que tout le monde se mettait devant moi, tout le monde me défendait. Et non, je me suis vraiment senti soutenu quand je jouais au rugby. Et puis tu as vraiment cette atmosphère où c'est c'est familial, c'est amical. Et c'est le côté où même si tu perds le match, tu es déçu, mais t'es pas déçu longtemps. Parce qu'après, tout de suite, on repart dans le positif et tout ça. Ce qui est un peu différent du football à ce niveau-là. Ouais, il y a des très très belles valeurs dans le rugby, ça c'est au niveau collectif, ça c'est sûr. Ouais. Ouais. Et donc après, tu passes au foot. Ouais. Et là, tu joues quel poste? Alors au foot, au tout début, tout début, j'ai commencé milieu gauche. Parce que je suis gaucher. Je suis gaucher du pied et droitier de la main. Et j'ai commencé milieu gauche. Après, donc on était en 15 DHR de souvenirs. Après 18 DHR, je suis passé milieu gauche ou arrière gauche. Ensuite, j'ai joué très très longtemps arrière gauche. Et une fois de temps en temps, je jouais milieu gauche. Mais vraiment, mon poste au foot, c'était vraiment arrière gauche. Ouais. Et à l'époque, t'as des idoles? Ouais, alors c'est pas forcément des idoles de mon poste, à part Roberto Carlos, bien sûr. Sinon, moi, c'était plus Zidane, Beckham et tout. En fait, si tu veux, moi, je défendais, bien sûr, parce que c'était mon premier job, mais j'étais pas dans le sens à tacler, à être agressif et tout ça. Je défendais plus proprement et j'aimais beaucoup plus tout ce qui était relance, jeu propre et tout. Et puis, intérieur du pied, des beaux ballons bien enroulés et tout ça. Donc, ouais, plus Zidane, Beckham, tout ça, ce côté un peu artistique. Tac. Et une équipe? Marseille en France, depuis tout petit. Et puis après, dans les grands championnats, je suis plus pour le Real. J'étais beaucoup pour Arsenal en Angleterre. Ça, c'est pareil, je sais pas. C'est arrivé comme ça. Marseille, c'est arrivé comme ça. Real, comme ça. Je sais pas. On se met une équipe en tête et j'ai suivi jusqu'au bout. D'accord. Donc, tu es à Tours, donc tu fais des études. Qu'est-ce qui fait que tu t'arrêtes? J'arrête parce que déjà, je sens que le commerce, c'est plus trop mon truc. En fait, avant, j'avais fait un bac pro commerce. Et je sens que c'est plus trop mon truc, c'est plus trop ce que j'ai envie de faire. Et du coup, vu que moi, je sais inconsciemment que c'est plus trop ce que j'ai envie de faire, à côté, je fais beaucoup de sorties, beaucoup la fête et tout ça. Quand je vais en cours, j'y vais démotivé au possible. Quand j'y vais le vendredi matin, ce qui était rare, j'étais encore plus que démotivé parce que je sortais de soirées ou des choses comme ça. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, je préfère arrêter plutôt que de faire, je sais pas, peiner mes parents encore plus longtemps, parce qu'à l'époque, j'étais encore chez mes parents, tu vois. Et je voulais pas les décevoir un maximum, donc je me suis dit, autant que j'arrête maintenant. T'as pas de plan B? Non, non. À ce moment-là, j'avais zéro plan B. Quand j'ai arrêté l'école, et j'ai été au chômage 6 mois. Et après, en fait, pendant le chômage, j'ai passé une formation, le BAFA. Je sais pas si tu connais. Ouais. Tu vois, pour garder des enfants, travailler en centre de loisirs et tout. Et j'ai travaillé en centre de loisirs quelques années avec des enfants. À Issoudun? Au Bord, un petit village à côté d'Issoudun. Et du coup, après, j'ai travaillé dans une usine. C'était l'usine du Sictom à Issoudun. C'est une usine de tri sélectif. Ouais, de recrutement. Ouais, de tri sélectif. Et du coup, bah, au début, je faisais travail à la chaîne comme tout le monde, tu vois. Tri des ordures parce qu'en fait, à ce moment-là, c'est vraiment, je me laissais couler et je me rendais pas compte qu'en fait, la vie allait vite, tu vois, et qu'il fallait être un peu, tu vois, se booster un petit peu, tu vois. Et du coup, je me laissais un peu couler. Et j'ai fait ça quelques années. Et après, toujours dans la même boîte, j'ai changé de poste. Je suis passé dans les bureaux à gérer un petit peu plus la communication et à aller chez des particuliers et tout pour parler du tri et tout ça. Parce qu'en fait, moi, le premier, hein, je savais que j'avais rien à faire sur une chaîne de tri Ouais. par rapport à ce que je savais faire et qui j'étais. Mais c'est juste que en fait, j'avais la flemme à ce moment-là et je le dis maintenant, j'étais bête en fait. J'ai laissé trop d'années, tu vois, passer. Et aujourd'hui, tu regrettes cette flemme? Ouais. Ouais, franchement, ouais. Parce que je me dis maintenant, tu vois, avec ce qui m'est arrivé, je sais que la vie va très très vite, qu'il peut se passer n'importe quoi, n'importe quel jour. Et en fait, je me dis, mais t'as perdu. Parce que tu vois, je suis resté quand même 3 ans et demi, 4 ans sur la chaîne. Donc ça fait beaucoup quand même en année. Et tous les matins, j'y allais, mais j'avais pas envie d'y aller, tu vois. Et c'est juste que j'avais la flemme d'essayer de trouver autre chose parce que j'avais ma routine enfin un truc bête, mais de 7h30 midi, 13h30, 17h. Le vendredi à midi, j'étais en week-end. Donc le week-end, bah, tu fais ce que tu peux partir où tu veux au week-end. Tu as les matchs, t'es dispo, tu vois, plein de trucs comme ça. Mais quand j'y allais tous les jours, j'avais pas envie de faire ce que je faisais. Donc je regrette, ouais, ça c'est sûr. Donc tu restes 4 ans? En tout, vu qu'après je passe dans les bureaux, en tout, je suis resté 5 ans.
Et après, bah, du coup, en fait, si tu veux, ça s'est stoppé en rapport avec mon accident, du coup. En fait, sur mon dernier poste, comme je te disais, j'allais aussi chez le particulier. Et du coup, quand j'ai eu l'accident, bah, déjà, tu penses pas du tout à reprendre le travail. Et en fait, bah, en réfléchissant assez rapidement, je me suis dit, en fait, je pourrais plus faire mon métier à 100%. Quand j'allais chez le particulier, on est un peu à la campagne ici. Donc tu vas chez des gens, je te dis une bêtise, mais enfin même pas des bêtises, mais tu arrives chez les gens, il y a des marches partout, il y a de la terre, il y a de l'herbe, des graviers. Quand tu es debout, c'est pas très grave. Quand tu es en fauteuil roulant, c'est un peu plus embêtant. Quand tu peux pas rentrer chez la personne ou quoi. Donc je me suis dit vite qu'il fallait que je change de métier. Et puis après, pas d'un commun accord, parce que il y a quelque chose en route avec mon entreprise, mais en gros, on a vu ensemble pour que j'arrête de travailler là-bas et puis que moi je fasse quelque chose de nouveau, quoi. Ouais. Et le job, il consistait en quoi? Je faisais une action sur les composteurs individuels. Ah, ok. Tu vois ce que c'est un composteur? Ouais. En gros, c'est une poubelle de déchets organiques. Et du coup, toutes tes épluchures de légumes et tout ça, tu mets dans de la terre et voilà. On vendait des composteurs. Je faisais des interventions dans des salles des fêtes. Pendant 2-3 heures, il y avait des gens qui avaient précommandé leur composteur et tout ça parce que j'avais fait toute une com dessus avant. Mhm. Et du coup, après, bah, parfois, j'allais chez les gens parce qu'ils avaient besoin de savoir un petit peu comment ça fonctionnait. La plupart, je les avais au téléphone, mais quand il fallait que j'aille chez eux, si je me ressors 2-3 maisons dans la tête, là, aujourd'hui, en fauteuil, il n'y en a aucune dans laquelle je peux rentrer. Ouais. Qu'est-ce que tu retiens de ces années? Ce que je retiens, moi, en fait, ce que j'aimais beaucoup, c'était le contact avec les personnes. À ce moment-là, c'était quand même principalement des personnes âgées. J'aimais beaucoup ce contact. Et vraiment, je me sortais de ce que je faisais avant, où j'étais sur la chaîne. Mais déjà, en plus, sur une chaîne, il y a énormément de bruit et tout ça, donc tu parles pas vraiment beaucoup. Hmm. Tu es plus dans ton job. Et là, en fait, j'étais plus dans l'échange. Je me suis rendu compte avec le temps que j'aimais beaucoup échanger, avec même des personnes que je connais pas du tout. Et s'il n'y avait pas eu l'accident, tu penses que tu serais encore? Non. Non, je pense pas, parce que j'étais quand même dans une période un petit peu transitoire dans ma tête. Ouais. Parce que aussi, tu sais, le fait que je m'étais mis en couple avec Pauline et tout ça, tu vois, on voyait autrement, tu vois, pour notre couple et tout ça. Je pense que j'y serais plus. Ouais. T'avais un métier de rêve, toi, quand t'étais gamin? Je pense un petit peu comme 90% des garçons, je pense que je voulais être pompier. Et après, non, après, j'avais pas de métier de rêve. Je savais pas, c'est ça aussi le truc, c'est que je savais pas du tout. C'est vrai que parfois, on te dit, bah, moi, je savais que je voulais faire ça, ça, ça. Et moi, je savais pas du tout. Et quand t'es un peu, comme tu disais, dans la flemme, comment ça se passe avec tes parents? Ils sont inquiets, pas inquiets? Je pense que à ce moment-là, ils me disent trop rien, mais je pense qu'ils sont inquiets quand même. Enfin, c'est différent si tu veux. En fait, si j'avais été quelqu'un avec d'énormes difficultés, pas d'autre choix, et je me retrouve sur une chaîne de tri, ok. Mais là, en fait, moi, je savais, eux savaient que j'avais d'autres capacités que ça. Et en fait, c'est vraiment parce que je faisais le flemmard et que je me retrouvais là. Donc, je pense qu'ils étaient inquiets, mais ils n'osaient pas trop me le dire. Ils attendaient, je pense que j'ai un petit coup de boost de moi-même ou de quelqu'un d'autre pour faire autre chose, quoi, pour wake up un peu, comme on dit, quoi, me réveiller. Ouais. Et Yann, toi, l'accident, il arrive quand t'as 29 ans, c'est ça? Ouais, c'est ça. Les circonstances de l'accident? Bah, en fait, tu vois, c'est totalement en rapport avec le sport. Donc, c'est un dimanche 29 septembre 2019. Je jouais à cette époque-là dans le club de foot de Reuilly, donc en première division départementale. J'étais parti d'Issoudun quelques années avant. Et donc là, on va jouer un match de Coupe du Centre dans un club du Cher, qui était à un peu plus d'1 heure de route. Donc on va jouer là-bas. Il se trouve que ce jour-là, il pleuvait énormément. Et ça faisait plus de 3 semaines, au moins 3 semaines qu'il n'avait pas plu du tout. Il avait fait très très chaud avant. Donc on va jouer là-bas. Pour l'anecdote, j'avais été titulaire sur tous les matchs. Tous les matchs, je les joue complets. Et là, ce jour-là, il me met remplaçant. Ouais, c'était bien une journée de merde jusqu'au bout. Et donc, du coup, je suis un peu vexé. Mais en fait, il m'avait sorti, moi, un de titulaire et capitaine. Il nous avait dit, je fais tourner un petit peu le groupe. Et donc, le match commence très, très mal. On perd contre une équipe qui était une 4e division départementale. Et nous, on était première division départementale. Et en fait, c'était une équipe de copains, de plein de mecs qui avaient joué en régional, dans le Cher, qui avaient remonté un petit club. Et voilà, des très bons joueurs et tout. Donc, on perd. Et en partant de là-bas, il pleut toujours. Et donc là, on part dans une voiture de 5 avec laquelle on est venu. Si tu veux, nous, à Reuilly, on était plusieurs mecs d'Issoudun à jouer à Reuilly. Donc à chaque fois, quand on allait jouer avec l'équipe première ailleurs, on partait directement d'Issoudun. Et on rejoignait les gars au club où on allait jouer.
Et ce jour-là, on est parti à 5 dans une voiture. Et en fait, c'est le gardien qui conduisait. Quand on est parti, moi, je suis monté à la place arrière gauche, tu vois, un peu comme sur le terrain. Moi, j'ai la tête dans le téléphone, en fait, si tu veux, je suis posé derrière. J'ai pas à regarder la route, tu vois. Je suis posé dans mon téléphone et je suis en train d'écrire à Pauline. Et d'un coup, en fait, je sens la voiture glisser. Et on était sur une toute petite route de forêt. Pluie, des feuilles sur la route, bah, temps vraiment exécrable. Et en fait, si tu veux, j'apprends plus tard qu'à ce moment-là, on glisse dans une petite descente et juste en bas de la descente, il y avait un virage. Quand il glisse, il essaie de rattraper la voiture, il n'y arrive pas. Et donc, apparemment, ça a engendré un peu plus le truc. On a vraiment fait des tonneaux et tout ça. Moi, dès le premier tonneau, je pense que je prends un KO, parce que je me rappelle de rien. Quand je me réveille, en fait, bah, l'accident s'est déjà produit plus que largement. Il n'y a plus que le conducteur et moi dans la voiture. Les 3 autres gars sont sortis, indemnes. En fait, ils sont sortis, ils ont appelé les pompiers et tout ça, parce qu'eux, ils ont vu tout de suite que c'était très très grave. Et en fait, j'apprendrai plus tard, je ne le sais pas sur le moment, mais à la fin de tous ces tonneaux, on a heurté un arbre, côté gauche. Et donc, le conducteur et moi étions les plus touchés, donc c'est moi qui suis le plus touché de l'accident. Le conducteur va bien aujourd'hui, mais il avait beaucoup de séquelles à ce moment-là. Et donc, moi, en fait, si tu veux, réflexe, je le vois dans la voiture, je vois qu'il est pas bien du tout. Je passerai les détails, je vais pas aller dans le gore. Et je vois qu'il réagit pas et tout ça. Et en fait, moi, je me dis, je vais sortir de la voiture pour faire le tour et le sortir, et l'aider à sortir. Et en fait, à ce moment-là, j'essaie de me hisser, me glisser, parce qu'en fait, bah, je sais pas ce qui s'est passé, mais je me retrouve un peu dans tous les sens, soit un bout de ceinture, pas de ceinture. Enfin, c'est le chaos. Et je me dis, bon, j'enlève tout ce que j'ai autour de moi là, et puis je me glisse et je sors. Et en fait, bah, quand je me glisse, il y a que le haut de mon corps qui répond. Et je vois que mes jambes ne suivent pas, en fait. Et c'est là où c'est hyper bizarre. C'est-à-dire que j'avais pas du tout mal aux jambes. J'avais très mal au dos. J'avais mal à la tête parce que j'étais ouvert derrière le crâne et tout ça. J'avais mal à l'épaule, un peu partout en fait en haut. Mais j'avais pas mal du tout aux jambes. Je sentais rien du tout. Et c'est une sensation que j'avais jamais ressentie avant. C'est là où dans ma tête je me suis dit il y a quelque chose qui va pas. Et en fait j'étais pris de panique. J'ai hurlé des tonnes de fois que je sentais plus mes jambes. Et je disais aux gars de me sortir de la voiture. Sauf que eux, pendant ce temps-là, étaient au téléphone, mais moi je les voyais pas avec les pompiers. Et ils ont dit aux pompiers, Yann ne fait que crier qu'il ne sent pas ses jambes. Et donc les pompiers ont tout de suite compris ce que c'était. Et ils leur ont dit, surtout, vous ne le touchez pas, vous le laissez à sa place, il faut que personne ne le touche. Parce que c'est très très grave. Et en fait, les pompiers, ils ont vu la différence entre le fait que je dise que je ne sente plus mes jambes ou le fait que j'ai mal aux jambes. Parce que si j'avais eu mal, je me serais peut-être cassé les jambes. Tu vois. Sauf que là, je sentais rien du tout. Donc les pompiers, eux, savaient qu'en fait, c'était un rapport avec la moelle épinière qui avait été touchée. Et donc quelque chose de très très grave et qu'il fallait faire très attention pour me sortir du véhicule. Les pompiers ont été très très rapides. Et pareil, crise de panique quand le premier pompier rentre dans le véhicule. J'ai fait quelque chose que je regrette un petit peu aujourd'hui. En fait, j'avais tellement peur, j'étais tellement énervé, enfin, plein de sentiments qui se mélangent, que lui vient pour m'aider. Et moi, en fait, je l'agrippe par les cheveux et je le tire vers moi très violemment. Et je lui dis, maintenant, il faut que tu me sortes de la voiture. Enfin, je reste pas là, quoi. J'ai eu des propos très, très crus et tout. Et lui, il a été génial, ce mec, parce qu'il est resté hyper calme. Il m'a expliqué et tout qu'il fallait pas que je bouge et tout ça. Et en fait, moi, si tu veux, bah, il a réussi un petit peu à m'apaiser légèrement, mais au moins que je sois plus agressif. Et ils ont dû me sortir par le coffre en faisant très, très attention. Et là, ils m'ont mis dans une coquille. Donc en fait, si tu veux, j'étais encerclé des doigts de pied jusqu'au cou, où je pouvais bouger que les yeux, quoi. Et après, j'ai été transporté à Bourges d'abord. Ils voulaient m'héliporter de Bourges à Tours, mais le pilote de l'hélicoptère a refusé de décoller parce que le temps était beaucoup trop chaotique. Et donc, je suis parti jusqu'à après les premiers examens à Bourges, où ils ont vu que c'était très très grave et que la moelle épinière était touchée. Ils m'ont emmené en ambulance jusqu'à Tours. Et j'ai été opéré dans la nuit du dimanche au lundi directement. Comment tu communiques avec tes proches à ce moment-là? Je communique pas. Impossible. Ouais, déjà pour recontextualiser le truc, si tu veux, là j'ai été touché à la moelle épinière. En gros, dans ta colonne vertébrale, tu as des vertèbres. Et moi j'ai une seule vertèbre qui s'est cassée. Et quand elle s'est cassée, avec le choc, elle a été sectionnée la moelle épinière. Et en fait, la moelle épinière, si tu veux, c'est une espèce de gros câble électrique qui contrôle tous nos faits et gestes du corps. Et donc quand il est sectionné, tout ce qui est en dessous de la coupure ne fonctionne plus.
Et donc, moi, c'est là où les pompiers avaient très bien compris le truc. Et donc, moi, en fait, si tu veux, ça m'a mis totalement dans un état second. C'est un choc énorme, en fait. Tu as l'impression de vivre la chose, mais en même temps, tu as l'impression d'être dans un rêve. Je voyais les gens en noir et blanc à ce moment-là. Vraiment, c'est quelque chose que j'ai jamais connu. Et quand j'étais à l'hôpital de Bourges, je me rappelle très bien, et je sais, parce que Pauline m'en a parlé, parce que plein de gens m'en ont parlé, il y a tous les joueurs de l'équipe qui sont venus jusqu'à l'hôpital, parce qu'ils ont tous appris l'accident. Il y a des voitures qui étaient derrière nous, deux qui étaient devant, donc tout le monde a tout vu. Il y a mes parents qui sont montés jusqu'à Bourges, et les parents de Pauline qui sont montés jusqu'à Bourges. Enfin, il y avait énormément de monde à l'hôpital. En fait, moi, les seules choses que je me rappelle à ce moment-là, c'est des taches noires et blanches, de voir des gens par-ci, par-là. Et je me rappelle, moi, hurler dans l'hôpital, que je ne savais pas si c'était moi qui parlais ou si j'étais dans un rêve ou si quelqu'un me parlait. Tu vois, en fait, si tu veux, moi, je parlais, mais je me rendais pas compte que c'était moi qui parlais. Je sais pas s'il m'avait déjà donné des médocs ou quoi à ce moment-là, mais j'étais dans un état mais second, mais complet, quoi. Tu te rappelles du transport jusqu'à Bourges? Du lieu d'accident jusqu'à Bourges, je me rappelle de rien du tout. Et je me rappelle juste quand je sors de la voiture et qu'il me rentre dans le camion, je croise le regard de mon coach. Et en fait, c'est quelqu'un de, tu sais, de solide, on est des bonhommes, on pleure pas, machin. Et là, je vois sa tête. Je le vois, il était blanc, gris, vert, il pleurait et tout. Et je me suis dit, là, à mon avis, je suis dans un sale état. Parce que pour que lui ait une tête comme ça, il s'est passé quelque chose de très, très grave. Et en fait, si tu veux, moi, à ce moment-là, j'ai pas vu la voiture. J'ai la tête, je regarde que le ciel. Et j'ai juste là tourné la tête à ce moment-là et je l'ai vu. Et donc, ce transfert jusqu'à l'hôpital de Bourges, je me rappelle pas du tout. À Bourges, quelques flashs de mon transport de Bourges jusqu'à Tours. Je me rappelle me réveiller une fois dans le camion, tomber nez à nez avec une ambulancière, que je suis désolé, mais que j'insulte ouvertement direct, parce que bah, je suis encore pris de panique, j'ai peur. En fait, c'est tellement atroce qu'on n'arrive même pas à se contrôler. Et je me rappelle qu'à ce moment-là, elle me demande le numéro de Pauline, qui je te donne en 1000, je ne connais pas son numéro de base. Et je ne le connais pas plus que ça. Et là, j'ai réussi à lui donner le numéro de Pauline. Enfin, c'est des petits trucs comme ça, mais moi, je me rappelle pas. Tu vois, c'est un espèce de flash un peu, si tu veux. Et puis après, en parlant avec tout le monde, on se rend compte qu'à ce moment-là, j'ai donné le téléphone. Et après, je me rappelle de rien du tout ça c'était dimanche, jusqu'au lundi, je dirais lundi matin, où là, je suis dans une chambre d'hôpital à Tours. Et là, le réveil, donc j'imagine que c'est terrible. Alors déjà, je me suis réveillé en pleine nuit, vraiment le matin, mais il faisait encore nuit dans la chambre. Et je me rends compte que je suis à l'hôpital, alors que je me rappelle de presque rien, dans une chambre très très glauque. Franchement, les murs marrons, j'avais froid et tout. Il y avait un rideau sur ma gauche avec un monsieur qui faisait que de tousser à côté. J'avais l'impression qu'il était en train de mourir. D'ailleurs, quelques jours après, il est vraiment décédé, ce monsieur. Je sais même pas où je suis. Bah, réflexe comme d'hab, j'essaie de me relever. Là, il y a que ma tête qui se lève. Tout le reste collé au lit. Et vraiment, là, c'est très très compliqué. C'est vraiment, j'ai l'impression d'être dans un film d'horreur, quoi. Je sens la tête à gauche, je vois des écrans qui bougent dans tous les sens. Et en fait, j'étais perfusé, tout ça. Enfin, j'étais branché dans tous les sens. Moi, l'hôpital, je connais pas. J'ai dû aller une fois aux urgences parce que je me suis fait une double entorse à la cheville. Mais c'est tout, quoi. C'est pas un univers que Non, tu pas du côtoies. tout. Pas du tout. J'ai vraiment vu ça que dans les films, quoi. Je me rappelle qu'à ce moment-là, bon, c'est des détails, c'est peut-être pas top, mais je vomis, je pense de peur et tout. Mm. Il y a des infirmières qui viennent me voir, très gentilles. On parle un petit peu et en fait, toutes les minutes, je m'endormais. En fait, ils m'avaient complètement shooté. Mm. J'étais shooté à la morphine, à tout ce que tu veux. Et toutes les 30 secondes, toutes les minutes, ouais, je m'endormais. J'arrivais pas à tenir une conversation longue, entre guillemets. Et je pense que c'est l'après-midi ou fin de matinée, je sais plus trop, c'est flou. Il y a le chirurgien qui m'a opéré qui vient dans ma chambre avec un interne. Et là, en 2 minutes top chrono, il me dit donc voilà, vous avez eu tel accident hier, vous avez eu telle conséquence. En gros, il me dit que vous avez eu une fracture de la colonne, enfin d'une vertèbre qui a sectionné la moelle épinière. Ce qui du coup vous rend paraplégique. En gros, il me dit ça, hein, c'est pas exactement ça, mais en gros, qui vous rend ce qu'on appelle paraplégique, et donc vous ne remarcherez sans doute jamais de votre vie. Il m'explique 2-3 trucs de comment il m'a opéré, et en fait, à partir du moment où il me dit que je ne remarcherai plus jamais de ma vie, moi j'ai encore ces images où je le vois, je vois sa bouche qui bouge, mais j'ai aucun son qui vient jusqu'à mon cerveau. Tu coupes. Ah là, en fait, j'ai pris un choc tellement énorme que mon cerveau il s'est mis sur off, quoi.
Et je te dis, franchement, il reste 2 minutes dans la chambre et il se barre. Et ce mec, je l'ai jamais revu. Alors, avec le temps, j'en ai beaucoup voulu pendant longtemps. Avec le temps, je me dis que c'est aussi grâce à lui que je suis comme ça aujourd'hui parce qu'il m'a bien opéré. Mm. Et en même temps, je lui en veux énormément de m'expliquer ça en un claquement de doigts et puis de repartir, quoi. Parce que là, tu dis à un mec de 29 ans qui ne remarchera plus jamais de sa vie. C'est pas anodin comme phrase, quand même. T'aimerais le revoir aujourd'hui? Je sais pas si ça changerait quelque chose. Non, ça changerait sûrement Mais, rien, mais... je pense que j'aimerais le revoir au moins pour, pour lui faire comprendre qu'il faut être un petit peu plus tendre, essayer de prendre un peu plus son temps pour expliquer quand des patients ont des graves accidents. Parce que même si je le souhaite absolument à personne, c'est-à-dire que même s'il est chirurgien, on ne sait jamais, ça peut lui arriver aussi à lui un jour. Est-ce que lui, quand il passera dans le rôle du patient, est-ce qu'il aimerait qu'on lui parle comme ça? Tu vois un peu le truc, mais bon, après, on peut aller loin comme ça, mais je pense aussi qu'ils sont peut-être un petit peu mal formés à ce niveau-là. Ouais. Et puis ils ont trop l'habitude, ils en voient tellement qu'au bout d'un moment, pour eux, c'est banal. Mais pour nous, c'est pas banal. Quand tu as 29 ans, tu perds la fonction de marche, un truc que tu as depuis tout petit et que tu sais même pas comment tu fais pour marcher et que tu t'en rends même pas compte. Mais là, quand tu le perds, par contre, tu te rends compte qu'en fait, c'est quelque chose de vital, quoi, tout simplement. Alors pas tout de suite, j'imagine, mais après tu te projettes. Ouais, en fait, je me projette tout de suite. C'est vraiment des moments de ma vie là où en fait, c'était vraiment les montagnes russes. Je me disais, le chirurgien il m'a dit n'importe quoi, je vais remarcher. Ouais. Une minute après, je me disais, mais en fait, je vais être en fauteuil roulant toute ma vie. Enfin, ça sert à rien, tu vois. Je pourrais rien faire. Après, je remontais et je me disais, non, enfin, tu vois, que ça. Ouais. Et je me rappelle que j'ai dit quelque chose le premier jour. Il me semble que je l'ai dit à Pauline et à des potes. Et j'ai dit, de toute façon, si je remarche pas, je veux un fauteuil roulant full black, mat, machin, tu vois. Parce que moi, je sais pas pourquoi je suis fan du noir. J'aime le noir, tu vois. Ma voiture est noire, plein de trucs comme ça. Et du coup, aujourd'hui, tu vois, je te parle, j'ai un fauteuil roulant noir. Et en même temps, je leur disais, mais de toute façon, je vais remarcher, tu vois, vous inquiétez pas, je vais remarcher, je vais me battre, je vais remarcher. Mais en fait, une section de la moelle épinière, c'est pas anodin, quoi. Si c'est une des rares choses qu'on n'opère pas, ils commencent tout juste à faire des essais cliniques sur cette opération. Enfin, quelqu'un qui est touché à la moelle épinière, ça s'opère pas, en fait. Donc si ça s'opère pas, tu vois, c'est pas anodin. On opère le cœur, le cerveau, tout ça. Et ça, on le fait pas. Donc, en fait, je me rendais pas compte. Moi, j'avais juste l'impression que j'avais une fracture, que ça allait être long, mais que j'allais remarcher avec des difficultés. Peut-être que je m'étais quand même dit, peut-être que je recourrais pas, Ouais. mais je pourrais remarcher, tu vois. J'avais déjà fait un trait sur le football, par exemple. Sur le football, la course à pied, j'avais déjà fait un trait. Je me suis dit, courir, ça va être chaud quand même, parce que je sens que je suis dans un sale état. Mais je m'étais dit, je vais me remettre debout, je vais remarcher et tout. Ça n'a pas été si facile. Après, si tu veux qu'on aille plus loin dans les détails plus tard, j'ai remarché, mais pas naturellement. Avec l'exosquelette? Non, sans Non, exosquelette, à la force de moi, de ma récupération, de mes muscles et tout. C'est un peu technique, mais si tu veux, dans ton corps, tu as ce qu'on appelle le muscle psoas-iliaque, Ouais. qui est relié entre le bas de ta colonne vertébrale et le haut de tes cuisses. Et c'est ce qui nous aide tous, enfin tous les gens qui marchent, pas moi du coup, mais c'est ce qui aide tous les gens qui marchent à avancer les jambes. Une fois que tu es debout, ça t'aide à avancer les jambes. Ouais. Donc ça t'aide pas à lever tes genoux par exemple, mais juste à avoir cette fonction de marcher jambe droite. Et en fait, ce muscle, moi je l'ai récupéré, je l'ai énormément bossé pendant des mois et des mois avec mon kiné. Je l'ai bossé à 4 pattes au début, comme un bébé. Et j'avançais, je reculais les genoux, juste en tenant à 4 pattes, tu vois. Et la première fois, j'ai avancé de 1 cm. Et mon kiné, il m'a dit, là, on tient un truc. Et on a bossé pendant des mois, des mois. Après, c'était 30 cm. Après, je passais des séances entières à faire des allers-retours. Et c'était hyper facile. Et puis, au bout d'un moment, j'ai eu l'autorisation des médecins pour essayer le même exercice, mais debout. Il m'avait fait des espèces de plâtres gigantesques qui allaient du haut de ma cuisse jusqu'à ma cheville. Et je marchais entre les barres parallèles au centre de rééducation. Et après, ils m'ont fait des attelles, si tu veux, sur mesure, moulés sur mes jambes. Ce qui me tient les jambes droites, parce qu'en fait, j'ai pas de muscle dans les jambes. Tout ce qui m'aide à avancer, c'est vraiment ce muscle-là qui est en bas du ventre et haut des cuisses. Mais je peux pas, tu vois, là, quand je te parle, je peux pas bouger les jambes. Ouais. Et donc, grâce à ces attelles qui me tiennent debout, et ben moi, entre les barres parallèles, après, moi, j'avance à ma force à moi, j'avançais les jambes. Et je faisais des allers-retours dans les barres parallèles. Et après, le kiné il m'a passé un déambulateur, comme les petits vieux. Et j'ai commencé à faire ça en déambulateur. Et la première fois que j'ai fait du déambulateur, j'ai fait 30 mètres le 23 décembre 2020, il me semble. Ouais, 2020, juste avant Noël 2020. J'ai fait 30 mètres
J'ai jamais été aussi fatigué de ma vie. Même avant, tu vois, je faisais des footings, j'étais pas un énorme coureur, mais genre, je pouvais faire 10-12 kilomètres. Parfois, j'étais mort, hein. Mais là, c'était une sensation. En même temps, j'étais explosé et en même temps, j'étais hyper heureux. Parce que c'est ouf, parce que un an avant, le médecin, enfin, même les médecins au début, quand mon kiné leur expliquait ça, ils disaient, mais arrêtez, ça ne sert à rien. Enfin, il pourra pas se remettre debout, c'est pas possible. Même si là, il bouge. Et mon kiné, il croyait en moi, tu vois. Et on était une belle équipe tous les deux. Et il m'a dit, tu vas voir, on va bosser, on leur montrera. Et après, quand ils ont vu que je me mettais debout, ils ont dit, ah ouais, en fait, il lâche pas, lui. Et après, quand ils ont vu que je marchais, ils ont dit, ah ouais, quand même. Et donc, tu vois, j'avais des sensations où j'étais très, très fatigué. J'avais mal partout, hein. Le soir, tous les soirs, j'appelais Pauline. Dès que je m'allongeais dans mon lit, je hurlais parce que j'avais mal au dos, mais atroce. Mais vraiment. Et tous les matins, je me disais, allez, on y retourne. Et tous les jours, tous les jours, tous les jours. Ça, jusqu'à janvier 2021. Ouais, tous les jours. Donc en fait, si tu veux, là, c'était vraiment du lundi au vendredi, 1 à 2 fois par jour. Je m'entraînais juste à la marche, hein. J'ai marché 30 mètres en décembre, mais j'avais commencé peut-être en septembre, tu vois, à bosser juste le 4 pattes. Donc de septembre jusqu'à janvier, j'ai fait que ça, que ça, que ça. Et le jour de ma sortie, j'ai marché 102 mètres. J'ai fait tout le tour du centre de rééducation à l'intérieur avec mon déambulateur et mes orthèses, avec la force de mon bas-ventre et la force de mes bras et tout ça. Et du coup, il y a une vidéo que j'ai mise sur les réseaux où je sors du centre de rééducation en marchant, mais avec un déambulateur et des orthèses. Pour l'anecdote, quand je suis rentré au centre de rééducation, mon kiné, premier jour qu'il m'a eu, il m'a expliqué ce que j'avais tout ça. Et je lui ai dit, mais moi, de toute façon, je sortirai en marchant. Et il m'avait dit, oui, oui, tu sortiras en marchant. Genre, il me l'avait dit, oui, on va faire pour. Mais il m'a expliqué 1 an et demi après qu'en fait, quand il m'avait dit oui ce jour-là, il s'était dit, mais il est complètement fou, le gars. Il comprend pas ce qu'il a. Et en fait, lui, il s'est pris aussi au jeu et on a bossé tous les deux pendant 1 an et demi. Et au final, je suis sorti debout. Ouais, c'est une victoire. Ah, ouais, c'est énorme. Franchement, c'est énorme. Après, c'est pas. Enfin, tu vois, là, par exemple, je peux pas me lever et aller marcher en ville ou des choses comme ça. C'est ce qu'on appelle une marche rééducative. Mais rien que ça, enfin, c'est énorme. Quand tu te dis qu'1 an et demi avant, enfin, j'arrivais même plus à soulever une haltère d'1 kilo. J'avais perdu 12 kilos, j'étais maigre au possible. Enfin, tout ce que je faisais, c'était un combat, quoi. Et donc, te dire que tu remarches avec orthèse et déambulateur 1 an et demi après, franchement, moi, je le dis, je suis vraiment fier de moi. Ouais. Et le centre de rééducation, il est où à Issoudun? Ouais, c'était à Issoudun, ouais. Entre les séances de rééducation, dans ta chambre, tu fais quoi? Pendant que moi, j'étais au centre, j'ai vécu les 2 périodes de Covid en étant au centre. Donc, la première, j'ai vécu 3 mois enfermé au centre de rééduc. Donc là, du coup, bah, dans ma chambre, en dehors du kiné qui avait été très, très, très réduit, Ouais. bah, je rebossais tout seul. Je m'étais allié d'amitié avec ma prof de sport et je lui avais dit, là, pendant le Covid, passe-moi, je sais pas, des haltères, un tapis de gym, des trucs comme ça pour que je puisse faire du sport dans ma chambre. Elle m'avait tout passé un petit peu en secret et du coup, bah, dans ma chambre, je faisais que bosser. Et ça, c'est pareil, j'ai plein de vidéos où je pose mon téléphone et je bosse, je bosse, je bosse. Que des avancées de genoux à 4 pattes et je me mettais debout contre mon lit. Alors ça, c'est pareil. Quand je l'ai expliqué à mon kiné, il m'a dit, fais attention quand même. Parce que, imagine, si tu chutes, t'es tout seul, tu te fais mal, machin. Mais moi, je savais que si je le faisais, j'étais capable de le faire. Mais en fait, je faisais que ça. Je bossais dans ma chambre. Et en dehors Covid, je me levais le matin. Je déjeunais, j'allais au kiné, j'allais au sport, je mangeais le midi, je retournais au kiné, je retournais au sport, je mangeais le soir, j'allais me coucher. Je faisais que ça. Tu sais, je prenais ma douche Ouais. et tout, mais et je faisais que ça. Et puis le soir, j'appelais Pauline, ou je regardais un film ou une série. J'étais pas non plus un monstre, tu vois, je parlais avec d'autres personnes. Ouais. Mais j'étais pas le mec à rester jusqu'à 2 heures du matin dans les couloirs à parler. Ouais. Parce que le lendemain, je savais qu'il fallait que je me lève et qu'il fallait que je me batte comme un chien pour essayer de récupérer au maximum. Et moi, je me rappelle d'autres patients qui me disaient, mais putain, mais t'arrêtes jamais. Bah ouais, moi en fait, si tu veux, je suis au centre de rééduc, j'ai de la chance d'y être. Parce qu'il y a énormément de gens qui sont sur liste d'attente et qui peuvent pas y aller. Pourquoi ils peuvent pas y aller? Parce qu'en fait, si tu veux, il y a une liste d'attente gigantesque et ils prennent les cas vraiment très très lourds D'accord. et les personnes qui sont aux alentours d'Issoudun, tu vois, en Ah, ok. priorité Ouais. par exemple. Hmm. Après, tu as des gens qui viennent de loin, tu as des gens qui venaient de Tours, d'Amboise, des choses comme ça. Et moi, je savais que j'avais énormément de chance d'être là. Moi, mon optique, c'était remarcher. Donc, moi, c'était bosser, bosser, bosser. Et même mon kiné, parfois, il me disait ralentis un peu la machine parce que tu vas te faire mal ou des choses comme ça. Hmm.
Je me suis fait mal une fois à l'adducteur, alors que je suis censé ne plus avoir d'adducteur qui fonctionne. Mais avec toutes ces petites récupérations de mouvements, en fait, un jour, j'étais un petit peu trop fort parce que trop content, tu vois. Et en fait, je me suis claqué l'adducteur. Et donc, vu que j'ai aucun ressenti dans les jambes, je ne l'ai pas senti. Ah, ok. Mais j'ai ma cuisse qui a gonflé, qui a doublé de volume, j'étais tout bleu et tout. Et en fait, ils m'ont fait passer des tests et ils ont vu que je m'étais claqué l'adducteur. Alors que j'ai aucun muscle, enfin presque aucun muscle qui répond. Et ça part aussi de là où en fait ils se sont dit, ah ouais, il y a peut-être quelque chose à faire parce que ça commence à répondre et tout, au niveau musculaire. Mais bon, au final, pas assez, mais en tout cas, je suis très très fier de ce que j'ai fait. Ouais. Et ce kiné, tu le connaissais avant? Non, pas du tout. En fait, il est venu me voir le lendemain où je suis arrivé, parce qu'en fait, j'ai été opéré à Tours. Une semaine et demie après, j'étais déjà au centre de rééducation. Et donc, au début, je pouvais rien faire. Parce que j'étais allongé dans un lit et je suis resté allongé sur le dos pendant 45 jours complets. Pendant 45 jours, j'ai pas pu me mettre assis, j'ai pas pu me mettre debout grâce à quoi que ce soit. Et donc, kiné, il est venu me voir le deuxième jour pour voir un petit peu comment j'étais, pour m'expliquer qui lui il était et qu'on allait bosser ensemble. Il m'a dit, si tu veux, demain, tu peux descendre en salle kiné, puis on verra ce qu'on fera ensemble. Quand je suis descendu le lendemain, on a parlé et tout. Moi, je croyais qu'il était roumain au début. Je sais pas pourquoi je m'étais mis en tête qu'il était roumain. Pour l'accent? Ouais. Et en fait, non, c'est un Portugais. C'est un Portugais qui est venu travailler en France et tout. Trop cool, le mec. Du coup, par rapport au foot, je lui disais que je l'aimais pas trop parce que par rapport à 2016, je l'avais un peu en travers de la gorge. On s'est tout de suite bien entendu. Parce que lui, il a fait du sport pendant longtemps à un bon niveau. Il faisait du water polo, lui, un très bon niveau au Portugal et tout. Et il a été kiné d'équipe professionnelle de football au Portugal et tout ça. Donc le sport et tout, il connaît. Et du coup, on s'est vite liés d'amitié. Et le premier jour, il m'a dit, bon bah voilà, moi je vais te bouger les jambes, je vais te manipuler. Et si tu veux, à la fin, je te passerai, je sais pas, une haltère, si tu veux commencer à travailler le haut du corps. Et je lui ai dit, ouais, ok, pas de souci. Donc il me manipule. Et là, c'est des moments qui sont très compliqués parce qu'en fait, tu vois le kiné qui te manipule les jambes, mais toi, tu sens pas vraiment ce qu'il fait. Et puis tu te dis que bah, toi, tu peux pas l'aider à faire le mouvement parce qu'en fait, même si ton cerveau le pense très très fort, il se passe absolument rien dans tes jambes parce qu'il n'y a plus cette connexion. Et du coup, un petit peu frustré, et je me suis dit, bon, bah, pour essayer de me faire un peu de bien, à la fin, évidemment, je voulais dire que je veux des haltères, tu vois. Et du coup, il me dit, alors, tu veux remonter dans ta chambre ou tu veux des haltères? Bah, je lui dis, passe-moi des haltères. Ok, alors il y a 1, 2, 3, 4 et 5 kilos max. On va dire qu'un mois avant, je courais, je faisais de la course à pied, je faisais du VTT. J'étais sur un terrain de foot le 29 septembre. Enfin, je faisais de la muscu, j'étais en pleine possession de mon corps. À peine un mois après, il me demande si je veux 5 kilos max. Ben moi, bête, je dis bah oui, passe-moi 5 kilos. Enfin, c'est rien, 5 kilos. Impossible de soulever les 5 kilos. 5, impossible. 4 kilos, impossible. 3 kilos, impossible. 2 kilos, très compliqué. Et il m'a passé 2 haltères de 1 kilo. Et j'ai commencé comme ça. Et ben là, je peux te dire que c'était compliqué. Après l'accident, tu prends des coups au moral non-stop. Dès que tu essaies de faire un truc, tu te rends compte que tu es vachement affaibli et tu prends des gifles tous les jours. T'as plus d'échecs que de réussites, quoi. Ouais. Ouais. Et en fait, c'est dans cette période-là où il y a énormément de gens qui lâchent. Et moi, j'ai voulu lâcher plein de fois, hein. Mais j'ai jamais lâché. En fait, si tu veux, le soir, je me disais, vas-y, c'est bon, ça sert à rien. Et le lendemain, dès que je me réveillais, je me disais, attends, non, c'est n'importe quoi. T'y retournes. Et en fait, les 1 kg, bah, je les ai soulevés pendant un moment. Avant de passer à 2, puis à 3, très léger. Et bah, déjà, pendant 45 jours, j'ai pu faire que ça. Donc, je travaillais les biceps et les triceps. C'est les deux seuls exercices que je pouvais faire dans mon lit. Et après, quand j'ai eu l'autorisation de repasser assis, on a fait un peu plus d'exercices. Il a commencé à me faire un petit peu plus de choses, mais au niveau du haut du corps. Et petit à petit, j'ai récupéré un peu de masse musculaire, mais ça a été très, très long. Très long parce que j'avais mal. Parce que j'avais eu des côtes de cassé et tout ça aussi. Donc, j'avais très mal aux côtes, j'avais très, très mal au dos. J'avais les courbatures de la reprise de musculation qui venaient avec. Alors qu'il fallait que je me serve de mes bras tous les jours pour le fauteuil roulant, plein de choses comme ça. Et ça a été très, très compliqué. Mais je me suis rendu compte d'une chose. C'est qu'en fait, plus je faisais du sport, c'est-à-dire plus j'arrivais à gagner petites étapes par petites étapes, passer de 1 kg à 2 kg par exemple, plus j'allais reprendre la masse musculaire et plus je me sentais sûr de moi. Et en fait, ça a été un engrenage comme ça positif et plus j'ai avancé en fait. Et petit à petit, ça a été comme ça jusqu'au bout en fait. Là, je te le dis en 3 secondes, mais ça a été très très long. C'était très très long. Ouais. Tu te souviens de mots ou de phrases qui t'ont plus touché que d'autres de la part de ce kiné-là? Ah, il y a beaucoup de choses parce qu'on a énormément parlé. Parce que quand tu as le même kiné du lundi au vendredi pendant 1 an et demi,
à part quand il est en congé, parce qu'il avait des congés comme de temps en temps. Tu parles pas que de kiné, tu parles pas que de sport, tu parles de plein de choses. Tu parles de ta famille. Donc en fait, c'était mon kiné, c'était mon pote, enfin, c'était plein de choses. Et du coup, il m'a dit beaucoup de choses, mais la chose que je me rappelle vraiment, c'est quand j'ai recommencé à faire du 4 pattes là, de quelques centimètres. Et il m'a dit, là, on tient quelque chose, on va aller jusqu'au bout. Et le lendemain, il m'a dit, alors comment tu te sens et tout? Est-ce que tu veux qu'on réessaie? Et je lui ai dit, bah, je me sens bien, oui, oui. Ok, on va faire ce qu'il faut pour que tu sortes du centre debout, comme on avait dit. Alors qu'en fait, à la toute base, il y croyait même pas quand je lui avais dit ça. Mm. Et il y a même des fois, tu vois, où moi il me saoulait, où lui je le saoulais, tu vois. Ouais. Parce que vraiment, on était rentré Mm. dans cette Dans cette relation Mm. de potes, quoi. Mm. Mais ça a été très intense cette année et demie avec lui, et ça a été, que ce soit pour moi et pour lui, on a beaucoup appris l'un de l'autre et de ce qu'on a fait ensemble. Ouais, c'était très très enrichissant. Ouais. Tu le revois encore? Je l'ai revu quelques fois parce que je retourne au centre de temps en temps. Je l'ai revu quelques fois. Là, ça fait quelques mois quand même que je l'ai pas vu. Tu retournes au centre pour quelle raison? En fait, je vais là-bas parce que je vais voir un docteur qui est connu dans le milieu, hein, chez nous, Xavier Roy. Et Mm. je fais des infiltrations. En fait, si tu veux, je fais des piqûres de Botox. Mhm. Parce que dans mes jambes, même si mes muscles ne fonctionnent plus, j'ai des muscles, ce qu'on appelle spastiques. Donc, ils sont tout le temps contractés. Mm. Et en fait, il me fait des piqûres pour les décontracter avec le Botox, tu vois, pour détendre. Et donc, j'y retourne une fois de temps en temps. Et quand j'y retourne, quand j'ai le temps, je vais voir un peu les kinés et tout ça. Puis quand tu passes dans les couloirs, tu croises toujours quelqu'un qui était déjà là, Qui était là. quand toi tu y étais et tout. Et puis surtout, moi, c'est dans ces moments-là où je me dis, je vois que j'ai avancé et je suis fier d'avoir avancé. C'est quand il retourne, malheureusement, il y a toujours des nouvelles personnes Hmm. qui sont accidentées, des âges plus ou moins avancés. Et quand tu les vois, vu que toi, tu es passé par là, tu sais à peu près dans quel stade ils sont. S'ils sont au début, au milieu, à la fin, comment ils sont un peu dans leur tête, juste avec un regard en les croisant et tout. Et en fait, à chaque fois, ça me remet un déclic. Je me dis, bah, comment dire, si tu veux, ça me remet, sans faire de mauvaises blagues, les pieds un peu sur terre, en me disant, oui, toi, t'es passé par là, c'est fini maintenant. Mais il faut toujours que je me rappelle un petit peu de ces moments-là et je revois un peu ces personnes pour me dire que bah, la vie, c'est pas facile. Et que justement, il faut essayer de tout faire pour la rendre la plus belle possible et de profiter un max, quoi. Ouais. Et t'arrives à parler avec ces gens-là? Je vais pas leur parler, tu vois, directement, parce que je vais pas les embêter, parce qu'on réagit tous différemment. Ok. Moi, au tout début, quand j'étais dans les couloirs, que j'étais tout jaune, tout amaigri, sous médoc et Ouais. tout, Ça t'aurait saoulé? un mec qui vient me voir, qui est, même s'il est en fauteuil, mais tu vois qu'il est bien, tu vois, ça m'aurait un peu fait chier parce que je me serais dit, bah ouais, toi, là, dans une heure, t'es chez toi, Ouais. et moi, je vais retourner dans ma chambre, et je suis là pour je sais pas combien de mois encore, et tu vois, c'est compliqué. Après, par contre, moi, avec les réseaux sociaux, j'ai beaucoup de personnes qui m'écrivent, Hmm. qui se retrouvent dans mon cas, et qui me demandent des informations, des questions, plein de choses comme ça, et du coup, bah là, on rentre dans un échange où là, oui, là, je parle avec la personne. Mais c'est pas moi qui vais aller voir la personne. T'as l'air au courant des muscles, des noms des muscles. T'as bossé après là-dessus pour Bah, t'informer? non, même pas, c'est avec le kiné. Mais oui, parce que vu que tu passes trop de temps avec lui, à chaque fois, il dit on va essayer de faire ça. Hmm. Et je lui demandais bah, pourquoi on fait ça, c'est quel muscle, tu vois, c'est en rapport avec quoi. Et même parfois, il me sortait des squelettes et il m'expliquait, tu vois. Il me disait bah là, bah, par exemple, ce que je te disais, le psoas-iliaque, il me disait, tu vois, il vient s'accrocher ici, là, sur la cinquième lombaire, et il vient jusqu'ici. Et machin. Tu vois, il me montrait tout, il m'expliquait le pourquoi du comment. Et il m'expliquait que si j'avais ce muscle-là, ça m'aiderait à faire ça, enfin à avancer les jambes, mais ça m'aiderait jamais à me mettre debout, tu vois, Hmm. ou à lever, parce que si ça, par exemple, c'est les quadriceps. Enfin, et en fait, tu apprends plein de petits trucs comme ça. Je suis pas du tout le meilleur hein, là-dedans, mais Ouais. en fait, j'ai appris plein de petits trucs qui sont hyper fonctionnels. C'est important de savoir ces choses-là. Hmm. Et puis, bah, même parfois, on parlait d'autres patients. Et il m'expliquait certaines choses pour le travail qu'il faisait avec ces personnes-là et le pourquoi du comment. Et du coup, à chaque fois, j'apprenais. Ça, tu vois, pour le coup, ça me passionnait. Et d'ailleurs, tu me demandais pour le métier. Hmm. Et ben en fait, si je pouvais revenir en arrière, je pense que j'aurais fait kiné. Ah, c'est drôle. Parce que tu as ce côté relation avec les gens, non-stop. Et tu as ce côté où t'aides la personne. C'est-à-dire que quand tu vois un kiné, en général, c'est que t'es pas bien. Enfin, en tout cas, quand tu viens en centre de rééducation. Tu le vois au début, t'es pas bien. Tu bosses avec lui et tu ressors, t'es mieux, tu vois. Et donc, ce kiné t'a aidé à avancer. Et du coup, je me dis, j'aurais kiffé être kiné, en fait. Et après coup, tu vois. Et avant, j'y avais jamais pensé. Ils font un très très beau métier. Heureusement qu'ils sont là. Ouais. Mm, mm. Ouais, je me doute.
Tout à l'heure, tu disais quand tu es dans ta chambre, tu regardes des films, des séries. Mm, Tu te souviens de ce que tu regardais à cette époque-là? Ouais, je regardais Peaky Blinders, une série sur Netflix, une série sur des gangsters anglais dans les années 20, je crois. D'accord. Et du coup, trafic de clopes, trafic de whisky, des trucs comme ça, tu vois. Tu regardais Des ça? vrais trucs des années 20. Et du coup, je regardais ça. C'était une série, c'était des épisodes qui duraient 1 heure à peu près. Il y avait 5 saisons. J'avais 5 saisons de retard, donc ça m'a pris du temps. Et tu vois, à tout regarder. Bah, quand j'étais dans le lit, en fait, allongé non-stop, j'avais que ça à faire. Parce que même tenir mon téléphone, tu sais, tu tiens ton téléphone, tu as ton coude qui est non-stop appuyé dans le matelas. Bah, au bout d'un moment, tu as mal au coude. Donc Ouais. tu poses le téléphone. Donc bah, tu fais quoi? Tu prends ta tablette, tu regardes la télé ou des séries. Pas mal de films hein, sur Netflix, sur Canal. Là-bas, il y avait Netflix. Je l'avais sur ma tablette, moi. Ah oui, d'accord. Non, Ok. sur la télé, il y avait la TNT. Et c'est tout. Et j'avais même trouvé une astuce, c'est qu'au début, en fait, si tu veux, au centre de rééduc, pour avoir la télé, ils te font payer tous les mois, Ouais. un abonnement en gros. Et en fait, en parlant avec d'autres patients, on s'était rendu compte qu'en fait, on payait pas la télé, on payait la télécommande. Sauf que sous les télés, il y avait des boutons. Et même moi en fauteuil, j'étais trop bas, mais en fait, si tu veux, j'avais trouvé une technique avec un espèce de bâton. J'avais redonné mon abonnement et j'ai regardé la télé, tu sais, en changeant les chaînes avec les bâtons et tout. Je me servais surtout de ma tablette, tu vois, de Netflix, Canal et tout ça. Ah, ok. D'accord. Ouais, parce que sinon, c'est long, hein, centre de rééduc. Surtout qu'après Covid, on n'avait plus le droit aux visites. Pendant et après, plus le revisiter tout. Donc quand t'es tout seul toute la journée, Ouais. c'est compliqué. Ouais. Quoi. Et que t'es pas chez toi en plus. Et après, quand tu ressors, tu penses à ton avenir professionnel ou pas encore? Je pense, enfin, je suis sûr et certain que je retournerai pas dans mon ancien job. Ça, c'est sûr et certain. Après, ce que je veux faire ensuite, je sais toujours pas trop. Mais je sais que en niveau sportif, je sais que je veux me donner d'autres ambitions et je veux aller beaucoup plus loin que ce que j'ai pu faire avant quand j'étais valide. Ouais, c'est-à-dire? Là, tu vois, là, les ambitions aujourd'hui, c'est des ambitions paralympiques. Je veux trouver un nouveau sport dans lequel je vais prendre du plaisir déjà et où je donnerai tout pour aller le plus loin possible dans ce sport et pour aller, pourquoi pas, aux Jeux paralympiques un jour. Ça, c'est ce que j'avais en tête quand j'étais au centre. Mhm. Et pendant que j'étais au centre de rééducation, j'étais en contact avec un ami à moi qui est en équipe de France de volley assis. Parce que lui, il a été amputé d'une jambe suite à une maladie et donc il a dû changer de sport aussi. Il s'est réinventé, il avait passé des détections paralympiques et donc il m'a donné ses contacts. Les contacts pour passer ces détections paralympiques. Mmh. Et donc au mois de juin 2021, j'ai passé des détections paralympiques à Paris pour lesquelles je m'étais entraîné moi au centre de rééducation. Mais sans choisir un sport. J'avais pas encore de sport. Ok. Parce qu'en fait, le but de ces détections, c'était de te détecter sur tes performances physiques, donc c'est-à-dire sur tes performances au niveau de la vitesse en fauteuil de sport, par exemple, sur ta force, sur du lancer de medicine ball, par exemple, Mhm. sur ta résistance à tenir un medicine ball de 3 kilos à bras tendus pendant 2 minutes, tu vois, des choses comme ça. Mhm. En fait, c'était plein d'exercices de vivacité et tout. Et suivant tes résultats à tous les exercices, suivant tes capacités, sur place, il y avait plein de représentants de fédérations françaises de tennis, de natation, Ah, de ok. basket, de machin, tu vois, qui étaient Mm. présents. Et à la fin, tu avais un tableau, un peu comme au bac, où tu avais tous les noms des participants, tu avais tous les sports, et partout où ils pensaient que tu pouvais avoir des capacités de faire ce sport, tu avais une croix. Et donc, moi, quand je l'ai fait, il y avait 7 sports de présents, j'avais 4 croix. Et donc après, tu as des entretiens individuels avec les représentants des fédérations. C'était quoi les sports avec les croix? Alors moi, j'avais tennis, badminton, volley assis, et j'avais le pôle handisport. Donc en gros, tu vois, ça réunit l'athlétisme, la natation, tout ça, tu vois. Premier entretien que j'ai, c'est volley assis. C'est cool, mais en même temps, quand elle m'explique et qu'elle me montre, je me dis, waouh, avec les jambes qui bougent pas, ça va être compliqué quand même. Mm. Mais pour toi, c'est ce que j'aurais voulu faire au départ, tu vois, volley assis. Je me suis dit sport collectif, tu vois, esprit un peu football et tout. Après, j'ai été voir la représentante de la Fédération française de tennis. Et là, il y a eu. C'est pas un crush, parce qu'un crush, tu sais, c'est quand il y a de l'amour ou des trucs comme ça, tu vois. Mais vraiment, il y a eu un déclic entre elle et moi. On s'est compris tout de suite. C'est-à-dire qu'elle m'a dit, voilà, elle m'a expliqué ce qu'elle faisait, le pourquoi du comment. Et elle m'a dit, je t'ai vu, je t'ai regardé. Parce qu'en fait, eux, toute la journée, sur tous les exercices, ils ont un peu un calepin ou leur téléphone et ils notent, tu vois. Ils disent, je sais pas, Yann, il est nul en tel truc, il est bon en tel truc, tu vois, et ils te suivent partout. Et elle m'a dit, je t'ai suivi toute la journée, de loin, parce que moi, je l'avais même pas repéré, tu vois.
Et elle me dit, je sais pas, mais j'ai l'impression que tu as travaillé ton truc. Enfin, parce qu'elle me dit, on voit bien qu'il y a des gens qui font les exercices, mais qui sont un peu à la peine, tu vois. Et en fait, là, je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit, vous savez, moi, je suis pas venu en touriste. Et en fait, je lui ai expliqué que ça faisait, c'était en juin, donc ça faisait peut-être 5 mois. Ouais, 5 mois que moi, je m'entraînais en fait au centre de rééducation avec ma prof de sport. Parce que via mon ami qui avait fait les détections avant, il m'avait dit tous les tests que lui avait passés. Et il m'a dit, je pense que tu passeras les mêmes. T'es bachoté. Et voilà, c'est ça. Je m'étais entraîné sur les exercices. 80% des exercices qu'il m'avait donnés, ils y étaient le jour des détections. Ouais. Donc j'étais prêt, tu vois. Et du coup, quand je lui ai dit ça, elle me dit, ah, toi, j'aime bien quand tu parles comme ça. Et du coup, tu vois, on a compris tout de suite. Elle a compris que moi, je venais pas en touriste. Et moi, j'ai compris que elle, c'était une personne hyper motivée. Et, tu vois, j'avais besoin de quelqu'un de motivé, tout ça. Et donc ça, c'était pour le tennis. Et elle m'a invité un mois après à venir à côté de Paris pour voir un tournoi de tennis fauteuil. J'y suis allé, j'ai regardé le tournoi, je l'ai vu elle, donc on a parlé et tout. Et elle m'a dit, si ça t'intéresse, là, à la fin du tournoi, on va sur un terrain libre au fond. Je te passe un fauteuil de tennis, une raquette, et puis on va taper la balle si tu veux. Bah, je dis ouais, carrément. Donc il faut savoir qu'en fait, nos fauteuils, il y a des tailles. C'est comme une paire de baskets. Si tu fais du 44, t'achètes du 44. Et ben nous, en fait, les fauteuils, c'est pareil. Ils sont à nos morphologies. Tu vois, par exemple, moi, je fais 36 cm de large, tu vois. Donc si tu me passes un fauteuil de 42 ou 44, ça va être beaucoup trop grand, tu vois. Ça va être difficile de jouer avec. Bah là, elle me passe un fauteuil qui est pas du tout à ma taille. Elle me passe une raquette. Du coup, bah, j'ai pas de raquette. Donc là, forcément, je peux pas choisir ma raquette. Et elle me dit, en rigolant, mais sans trop rigoler, elle me dit, on va les taper. Et puis, si au bout de 5 minutes, je vois que tu galères, on arrête, tu vois, parce que ça servira à rien, tu vois. Ah oui. On a joué 45 minutes. J'étais un peu à la peine quand même, toute première fois. Mais on a joué 45 minutes. Et elle m'a dit, voilà, on a échangé. Elle m'a dit, c'est top ce que tu fais pour un mec. J'ai jamais joué au tennis de ma vie. T'avais jamais joué au tennis ? Non, jamais. C'est ouf. Et en fauteuil, c'est encore plus difficile parce que du coup, il faut manier le fauteuil. C'est franchement pas facile. Et en fait, à la fin de cette journée, elle m'a dit, je te recontacterai plus tard. Et vu que je la connaissais pas, je me suis dit, j'espère que c'est pas des paroles en l'air, tu vois. Et quelques semaines après, elle m'a envoyé un mail et elle m'a convié à un stage de tennis pendant 3 jours à la fin du mois d'août. Donc tu vois, je l'avais vu en juin, je l'ai revu en juillet. Elle m'a convoqué à un stage au mois d'août, un stage d'apprentissage de tennis, vraiment les bases des bases. Et là, j'ai fait les 3 jours. Les 3 jours, j'avais mal partout. Parce que tu sais, les nouveaux muscles qui travaillent, tu vois, que tu n'as pas l'habitude et tout, j'avais mal partout, mais j'ai kiffé, mais vraiment kiffé pendant 3 jours. Et c'est là où je me suis dit, ouais, je veux me mettre dans le tennis. C'est pas du tout un sport collectif, c'est un sport individuel, donc rien à voir avec le foot ou le rugby. Donc là, ça va être compliqué, je le sais. Je me mets un challenge de ouf parce qu'il y a que des trucs que je connais pas, quoi. Mais j'ai pris tellement de plaisir que je me suis dit, c'est ce sport que je veux faire. Et du coup, après ce stage, j'avais un bon copain à moi à Issoudun qui était disponible à ce moment-là et il jouait bien au tennis. Tu vois, un mec qui joue au foot mais qui a un bon niveau de tennis. Et du coup, on a commencé à s'entraîner ensemble, juste comme ça. Plusieurs fois par semaine, on allait taper la balle. Et puis après, de fil en aiguille, je sais pas si tu connais l'entreprise Objectif Sport Évasion à Issoudun. Non, ça me dit rien. C'est une entreprise de coaching personnel et de voyage et tout ça. Et en fait, c'est un monsieur, donc c'est Sébastien Tardy, que je connaissais avant l'accident, avec qui je faisais du coaching, avec qui je faisais du sport. Et avec qui j'en ai fait en sortant du centre de rééducation aussi. Et en fait, dans ses employés, il a une employée qui joue au tennis depuis qu'elle a 4 ans et elle a un DE de tennis, tu vois, un diplôme d'état de tennis. Et donc, il m'a dit, si tu veux, je te mets avec Agathe, donc elle s'appelle Agathe Fouché. Je te mets avec Agathe et puis vous pouvez commencer à taper la balle pour voir ce que ça donne et tout. Et en fait, elle est devenue mon entraîneuse. Je sais pas si on dit entraîneuse-entraîneur, je sais même plus, tu vois. Petit à petit, on a commencé à s'entraîner comme ça. Et là, à l'heure où je te parle, ça fait maintenant ça fait un petit peu plus d'1 an que je tape la balle, mais j'ai commencé en club officiellement, il y a 1 an, vraiment à peine 1 an, quoi. Et quel club ? Le club du Poinçonnet. Du Poinçonnet ici. Ouais. Et du coup, c'est pas comme en valide, on est classé du premier au dernier, suivant tes matchs, tes victoires, tu gagnes plus ou moins de points et tout ça. Et donc là, j'ai commencé les compétitions en mars 2022, et à l'heure où je te parle, je suis 64e français. Ah ouais. Juillet, j'ai fait le tournoi à Paris, là, où j'avais été convié par la fille des détections paralympiques 1 an avant, où j'avais juste regardé. Ils ont fait le même 1 an après, sauf que là, je suis venu en tant que joueur.
C'est un niveau national. Je crois que je finis avant-dernier, je crois, sur ce tournoi. Il y avait beaucoup, beaucoup de niveaux, mais j'ai pris un kiff pas possible. Et en fait, depuis juillet, je fais des tournois nationaux. Donc, j'ai fait des bonnes perfs. Par exemple, à Lorient, tu vois, je fais 5e de mon tableau, des choses comme ça, tu vois. J'ai fait des tournois à Lorient, à côté d'Angers, à côté de Paris, à côté de Lyon. Donc, tu vois, c'est vraiment national. Donc, tu bouges beaucoup. Au mois de novembre 2022, j'ai été convié par la même personne des détections paralympiques à faire un tournoi international à côté de Paris. En fait, elle m'a donné, tu sais, une wildcard, tu vois, une invitation, parce que techniquement, au vu de mon classement, Tu peux pas. je suis pas éligible. Mm. Mais vu qu'elle pensait qu'il y avait quelque chose à faire, qu'elle pensait qu'au vu de mes capacités, c'était possible, elle m'a convié au tournoi. Et alors là, tu passes encore à un autre stade. C'est-à-dire que là, tu parles vraiment international. Donc, tu vois, il y avait garçons et filles, il y avait des Américaines, Nigériennes, il y avait un Indien, Suédois, enfin, avec des styles de jeu extrêmement différents et beaucoup, beaucoup de vitesse et de puissance. Ouais. C'est impressionnant. Il y avait numéro 2, numéro 3 français, enfin, et tu passes vraiment à un stade, même si c'est hyper pro. C'est vraiment côté pro, c'est-à-dire que t'as des mécanos pour tes fauteuils roulants, t'as des kinés, tu manges sur place, tu sais, t'as vraiment tout. T'as des terrains d'entraînement avant les matchs, t'as des arbitres, t'as des ramasseurs de balles, c'est vraiment très très carré. Mais à côté de ça, j'ai retrouvé un peu le truc du rugby où en fait c'est hyper convivial. Ouais. Même si le mec à qui tu parles, c'est le numéro 2 français, il est en équipe de France et tout, ils sont très détentes les mecs. Par contre sur le terrain, ils lâchent rien, c'est des chiens. Mais en dehors, c'est très détente. Et ça me rappelle un peu le rugby, tu vois. Ah, ok. Le côté convivial, comme on disait tout à l'heure, où sur le terrain, tu lâches rien, mais en dehors, tu peux être copain sans problème, tu vois. Ouais. Qu'est-ce qui t'étonne quand tu fais ton premier tournoi? Mon tout premier tournoi de tennis, qui m'étonne, Ouais. moi, c'est le silence qui m'a étonné. Quand tu joues? Ouais. Ah ouais? Tu t'attendais peut-être pas à cette réponse. Non. Mais moi, c'est le silence parce que quand tu joues au foot, il n'y a jamais de silence. Ouais, c'est vrai. Il n'y a jamais de silence. Même si tu joues, même s'il y a 4 spectateurs, Ouais, tu vois, toujours sur le terrain, il y a Mhm. toujours du bruit. Il y a toujours quelqu'un qui te dit Puis je les suis joueurs. là, t'es seul. Ouais, voilà. Entre joueurs, tu vois, tout simplement. Pour se parler et tout, il y a Mhm. toujours du bruit. Mhm. Mais là, quand tu joues un match de tennis en 1 contre 1, Ouais, il peut c'est y vrai. avoir des spectateurs ou quoi, ou même personne, il n'y a pas de bruit. T'entends juste le bruit des fauteuils qui se déplacent et des balles qui tapent contre la raquette, tu vois. Et bah, les premiers tournois où tu dois servir, déjà le service, c'est un exercice extrêmement compliqué. Enfin, tout est compliqué au tennis, hein. Mais le Ouais. service, C'est technique, quoi. c'est un des gestes les plus compliqués. Et bah, quand il n'y a pas un bruit et tout, moi, je sais que j'aimais bien avoir du bruit, tu vois, ça me motivait, tu vois. De sentir que t'es poussé et tout ça. Et bah là, tu te dis, ah putain, j'ai vraiment l'impression d'être tout seul. Et parfois, tu te dis, je sais pas, moi, ça me déstabilise parfois. Ouais. Ok. Ça dépend comment t'es dans ta tête, mais il y a des moments, ça peut être déstabilisant, ouais, parce qu'il n'y a pas de bruit. Après, quand tu montes en niveau, il y a de plus en plus de bruit parce que justement, les mecs, ils s'auto-motivent. Tu vois, donc ils crient et machin, tu vois, donc il y a quand même du bruit, tu vois. Ouais. Et puis toi, enfin, moi, instinctivement, petit à petit, je le fais aussi, tu vois. Mais au début, t'as peur de gêner, t'as peur de machin, tu vois. Les tout premiers tournois que j'ai fait, là, à petit niveau, il n'y a pas un bruit, hein. T'en as pas un qui crie quand il met un point ou des trucs comme ça. Ouais. Alors que là, à l'international, je peux te dire que les mecs, quand ils mettent un point, t'as l'impression qu'ils vont te manger, quoi. Mais c'est bien, tu vois, parce que tu vois tu vois la différence de niveau. Ouais. Il y a plein de trucs comme ça. Et l'objectif paralympique, là, j'imagine que c'est pas tout de suite 2024. Non, l'objectif, c'est Los Angeles 2028 parce qu'il faut. Déjà, c'est un objectif très haut. Mm. Et en même temps, il faut rester un petit peu lucide. C'est-à-dire que là, 2024, c'est impossible. C'est-à-dire que là, les mecs qui vont faire, et les meufs aussi, hein, qui vont faire 2024 en tennis, ils sont déjà tous présélectionnés, tu vois. Ouais. Ils ont un groupe. En fait, chez les mecs, ils en prennent entre à peu près 8. Tu vois. Quand il faut les stages équipe de France, c'est souvent les 8 mêmes. Après, ça dépendra s'il y a quelqu'un qui arrive vraiment très très fort derrière, tu vois, parce que c'est pas non plus tout de suite 2024. Mais je sais pas, un mec qui est en ce moment 15e ou 20e, tu vois, s'il arrive très très fort, il peut peut-être pousser les portes de l'équipe de France. Mais moi, techniquement, en étant 64e, là, tout de suite, c'est impossible. C'est juste impossible. Et du coup, moi, ce serait plus 2028. Il me reste énormément de travail. Et en même temps, j'ai faim, tu vois. Donc, c'est un peu comme au centre de rééduc. Je m'étais fixé un objectif. Je l'ai atteint, mais pas vraiment dans le sens où je l'avais dans ma tête au début. Tu sais, c'était, je me voyais debout sans rien. Mais je l'ai atteint quand même. C'est-à-dire que j'ai tout fait pour aller le plus loin possible. Et ben là, pour le tennis, ça sera exactement pareil. Je ferai tout pour aller le plus loin possible. Donc déjà, l'objectif, c'est d'être dans les meilleurs Français.
Parce que si t'es pas dans les meilleurs Français, pas d'équipe de France, pas d'équipe de France, pas de Paralympique. Après, c'est simple. Hein. Mais et donc là, tout de suite, c'est sûr que c'est pas possible. Mais 2028, c'est pas tout de suite. Donc on va voir ce que ça donne. En tout cas, je vais tout faire pour aller le plus loin possible, ça c'est sûr. Ok, top. Yann, j'ai une série de petites dernières questions sur le podcast. Alors, je sais pas si tu es un lecteur, mais si tu as un livre qui t'a plu, un livre à nous conseiller. Je lis très peu. Question suivante alors. Mais je lis très peu. Mais j'ai lu un livre là il y a pas très longtemps, le livre sur Olivier Giroud. D'accord. Ouais. Qui pour moi était un très bon livre parce qu'en fait tu vois là ce qu'on voit à la télé, le mec là il est un petit peu défoncé, tu vois, il est souvent défoncé par les gens qui regardent le foot et tout, il est pas trop aimé, tu vois, ça dépend du style de jeu de foot que t'aimes. Moi je l'aime beaucoup ce mec et je l'aime encore plus depuis que j'ai lu son livre parce qu'en fait il s'est battu aussi, tu vois, pour en arriver où il était. Il a eu plein de périodes de creux dans sa vie, des choses difficiles et tout, et il s'est toujours battu pour aller le plus loin possible. Et s'il en est là où il en est aujourd'hui, c'est pas pour rien, tu vois. Il a pas un talent inné, même s'il était grand et c'était un bon joueur de foot, mais sans plus. Il s'est toujours battu. Et en fait, quand tu lis son livre, tu vois que même niveau familial et tout, ça n'a jamais été très facile. Il y a toujours eu tu vois, il a pris des coups et tout. Moi, il m'a un peu surmotivé quand j'ai lu son livre. Okay. Donc je dirais le livre d'Olivier Giroud. Ok, super. De la même manière, est-ce que tu as un film ou une série que tu aimes beaucoup ? J'ai perdu le nom du film, mais tu sais, le film où ça parle de la vie du manager de McDo, là, le mec qui a créé McDo. Oui, ouais. Le fondateur. Le fondateur, ouais. Ouais. Ce film, je l'avais trouvé cool aussi parce que, pareil, c'est quelqu'un qui part de rien et qui s'est donné les moyens d'aller le plus loin possible. C'est des gens qui ont beaucoup d'envie, qui se cassent la gueule souvent, mais qui se relèvent à chaque fois, tu vois. Moi, c'est surtout ce genre de films-là avec des histoires vraies que j'aime beaucoup. Ça m'inspire beaucoup, ouais. Ok. Et quand tu étais en centre de rééducation, tu écoutais pas mal de musique ? Ah ouais, tout le temps les écouteurs dans les oreilles. Tu écoutais quoi ? Moi, j'écoute beaucoup de Booba. Ouais, ok. J'écoute beaucoup de rap américain. Ouais. Et aussi, à contrario, j'écoute beaucoup de musique chill. Mais vraiment chill, tu vois, des trucs vraiment doux où il y a très peu de paroles. Parce que quand j'étais au centre de rééducation, je faisais beaucoup de siestes. Tous les jours, je faisais une sieste. Ouais. Vu que j'avais kiné matin et après-midi. Je récupérais après manger, j'écoutais des musiques très douces. Je fermais les yeux et je m'imaginais en train de marcher, tu vois. Et ça m'aidait aussi dans ma récupération. Je faisais de la visualisation, on appelle ça. Et donc j'écoutais beaucoup de musique comme ça. Et là, depuis quelques mois maintenant aussi, ça c'est grâce à madame, grâce à Pauline, j'écoute aussi beaucoup de piano. C'est quelque chose qui me calme beaucoup. C'est pour ça que tu as un piano chez toi ? Ouais, il fonctionne pas très bien, mais oui. Mais c'est pas le mien, c'est celui de Pauline. Mais là, en ce moment, il fonctionne pas très bien. Mais ouais, le piano, ça me calme aussi beaucoup. Tu vois, vraiment, là, genre ma playlist en ce moment, c'est n'importe quoi. C'est la première musique, ça va être Booba. La musique d'après, ça va être vraiment du piano très calme et tout. Donc tu passes des gros mots, un truc tout doux. C'est moi, je peux passer des deux extrêmes. Et pour le tennis, ça m'aide aussi, tu vois, d'écouter des musiques douces. D'accord. Avant de jouer. Il y a un rappeur américain qui te plaît ? Moi, je suis de l'époque de... Tu sais, quand j'étais ado, c'était beaucoup Eminem, 50 Cent, J-Unit, tout ça. D'accord. Donc, ouais, moi, Eminem, j'aime beaucoup. Ouais, ok. Est-ce qu'il y a une citation ou une maxime qui te vient comme ça que t'aimes bien ? Ouais, après, moi, c'est un truc... c'est une phrase que j'ai en tête depuis longtemps, mais qui me tient à cœur là, depuis que j'ai eu l'accident et tout, et que je pense vrai. C'est « Seul, on va vite, mais ensemble, on va plus loin ». C'est-à-dire que, tu vois, là, par exemple, je te parle d'objectifs, je te parle de sport individuel, mais je suis pas tout seul, en fait. Il y a tout un cocon autour de moi, tu vois, il y a Pauline, il y a ma famille, il y a mes coachs, il y a machin, tu vois, on est vraiment plusieurs, tu vois. Et du coup, ça, je pense que c'est vraiment vrai, parce que même si tu es vraiment tout seul tout le temps et que tu te crées pas des relations ou des choses comme ça pour aller plus loin, ça va être quand même difficile, tu vois, d'atteindre ton objectif. Ouais, c'est sûr. En tant que seul, tu vois. D'accord. Donc, ouais, c'est là où j'aime bien. Yann, dernière question, qui est toujours la même sur le podcast. Quel est ton endroit préféré en Berry ? Ah, c'est une bonne question, ça. C'est une bonne question. Un endroit préféré en Berry ? Ouais. Il y a beaucoup de beaux endroits dans le Berry. Gaston Petit. Ouais, le stade des Gaston Petit, parce que j'y suis allé souvent. J'y vais encore. Tu retournes, ouais ? Ouais, j'y retourne de temps en temps. J'y étais là pour Paris. Et j'y suis allé avant aussi et tout, ouais.
Mais après, c'est pas l'endroit le plus beau, mais c'est un endroit qui m'est venu en tête. Tu vois, on parle de foot et tout, de son petit. Ça. C'est un endroit où tu te sens bien en tout cas. Ouais, je me sens bien là-bas. J'ai des amis qui travaillent là-bas et tout. Donc... Top. Parfait. Merci Yann en tout cas pour la conversation inspirante. Merci à toi. Merci. Il en est. Ok. Merci, à plus. Salut. Salut. Hello, j'espère que cette conversation avec Yann vous aura inspiré. Allez sur son site yann-grandguillaume.fr. Il a besoin de toutes les bonnes volontés pour l'aider financièrement dans son nouveau défi sur les cours. Voilà, je mets tous les liens évoqués lors de l'épisode sur la page Facebook et LinkedIn de Goodberry Podcast. Et merci encore pour tous ceux qui partagent les pages de Goodberry, et encore plus avec cet épisode. Voilà, je vous retrouve lors d'un prochain épisode avec une invitée très inspirante. D'ici là, portez-vous bien et inspirons-nous.